Demain, 5 juin 2021, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement, journée instituée en 1972, première célébration en 1974. Sous le slogan « Une seule planète », cette journée a été donc initiée pour répondre à des urgences dont la pollution marine, le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité et la lutte contre la criminalité phonique, la consommation durable des ressources naturelles. De 1972 à ce jour, et bien sûr, chaque 5 juin, cette journée à célébrer est devenue pratiquement une plateforme de prise de conscience pour répondre à ces urgences au plan environnemental. Elle est également une occasion pour s'interroger sur les politiques environnementales nationales et internationales. Cette célébration 2021 coïncide avec le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Et d'ailleurs, le thème de la célébration est concentré sur la restauration des écosystèmes. Il faut maintenant, pour donc apporter une dernière information dans cette introduction à propos de cette journée, dire que c'est le Pakistan qui abrite, et bien sûr, les manifestations officielles demain 5 juin pour donc le Pakistan retenu et pour abriter donc les manifestations officielles grâce à son vaste projet de 10 milliards d'arbres, un projet à développer sur 5 ans pour reboiser plusieurs espaces, bien sûr, dans le pays. Nous allons en parler aujourd'hui sur le plateau de Convainc-moi. On reviendra donc un peu sur l'historique de cette journée, de 72 à aujourd'hui. Et bien sûr, qu'est-ce qui a évolué en matière donc de politiques publiques mises en œuvre aussi bien au plan national au Bénin qu'au plan international. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la restauration des écosystèmes? Professeur Edmond Soussoupé de l'Université d'Abou-Calavi est avec nous, ancien directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Il est biologiste aménagiste de l'environnement. Monsieur Soussoupé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Aïssé. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Toujours avec plaisir. Alors, la journée mondiale de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut retenir en thème pour faire donc une brève historique? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La journée mondiale de l'environnement a été décrétée en 1972, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos introductifs. Et c'est en 1974 qu'il y a eu la célébration de la première journée, dont le thème est une seule planète, Terre. Donc ça veut dire que l'environnement planète Terre est en danger. C'est ça. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule, et nous avons le devoir de la sauvegarder. Donc c'est à partir de ce lancement que beaucoup d'activités ont démarré au niveau gouvernemental, au niveau des ONG, pour sensibiliser sur tout ce que nous faisons dans nos comportements et qui porte atteinte à l'environnement. Et depuis ce temps, plusieurs journées ont été célébrées. Et celle de cette année parle de la restauration des écosystèmes. Voilà. Mais quelles ont été donc les urgences ou les problèmes qui ont poussé justement à cette initiative prise en 72? Oui, en 72... Est-ce que c'est le même problème qui ont continué ou les problèmes ont été amplifiés? Quels ont été donc les motifs qui ont... Oui, en 72 déjà, la planète Terre avait commencé à souffrir. Mais elle souffrait même déjà depuis le siècle des Lumières, donc la forte industrialisation du 18e, 19e siècle, qui ont amené à une exploitation extensive de l'environnement avec des productions d'armes, des productions d'engins pour l'agriculture, la production massive déjà à cette époque-là d'engrais et de pesticides. Donc l'utilisation de cet ensemble d'équipements et d'ouvrages élaborés à cette époque a commencé à affecter l'équilibre de l'environnement. L'environnement naturel est équilibré en termes d'énergie à fournir aux ressources vivantes et en termes de recyclage des déchets produits par ces ressources vivantes. Mais depuis quelque temps, il y a un déséquilibre
nous produisons plus de déchets, nous envoyons plus de substances nocives dans l'environnement et nous dévastons des surfaces inestimables de forêts et de prairies. Mais est-ce qu'il y a eu des évolutions de 72 à aujourd'hui, puisque le combat était donc de réduire un peu ces pressions et surtout donc répondre à ces exigences-là. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution? Oui, je peux dire qu'il y a eu de l'évolution. Mais de l'évolution à dire que le combat est gagné, je n'en suis pas sûr. Puisque l'évolution aujourd'hui s'évalue en termes de combien de gens sont sensibilisés par rapport aux agressions que nous portons à notre environnement. Quelles sont les solutions alternatives à l'utilisation massive des engrais, des pesticides dans l'agriculture? Quelles sont les solutions apportées dans l'élevage des ruminants, des bovins, des ovins, tout ça? Et quelles sont les solutions apportées dans l'industrialisation massive, la production massive de gaz à effet de serre? Donc, nous connaissons les solutions. Mais est-ce que ces solutions sont mises en œuvre? Voilà le défi qui nous reste. Parce que, il faut le savoir, jusqu'en 2031, si rien n'est fait, les changements climatiques deviendront catastrophiques pour notre planète Terre. 2031. Oui, 2031. C'est d'ailleurs pour ça que, à partir de 2021, les Nations Unies ont voulu lancer une décennie de sauvegarde et de protection des écosystèmes. Voilà. D'accord. Et c'est d'ailleurs donc le thème de la célébration, la restauration des écosystèmes. Oui. Alors, mais avant donc d'en parler, puisque on a évoqué de façon beaucoup plus large concernant la politique internationale mise en œuvre, mais au Bénin ici, puisque le Bénin a signé donc cette convention internationale en matière de préservation, la convention à propos donc de la lutte contre les changements climatiques, la biodiversité, la désertification. Le Bénin aussi donc a pris des engagements aussi. Alors, quel est l'état de l'environnement dans notre pays et il y a effectivement de l'évolution en termes de sensibilisation et en termes donc de combat à pouvoir donc réduire un peu ces pressions sur la dégradation de l'environnement? Oui, merci beaucoup, M. Aïssé. Vous savez, la situation au niveau du Bénin n'est pas encore alarmante. Plusieurs initiatives ont été prises et sont encore en train d'être exécutées. Je veux parler, par exemple, de la Journée nationale de l'arbre, qui a été décrétée depuis 1985, suite à un constat qu'à l'époque, feu le président Mathieu Kérékou avait fait. Il était allé dans un pays sahélien, il était au Burkina Faso. En survolant ce pays avant de descendre, il a vu que le pays, la ville de Ouagadougou était vert. Il revient dans son pays, il trouve que Cotonou est nu. Donc c'est le déclic. C'est à partir de là que la Journée nationale de l'arbre a été instituée. Et chaque année, des milliers de plants sont mis en terre pour essayer de reconstituer les couverts végétaux qui sont détruits du fait de la recherche du bois d'œuvre, recherche du bois de chauffe et consorts, pour que la surface verte puisse être reconstituée. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la Journée nationale de l'arbre. Oui, mais parce que le constat reste le même, à mon avis, dirait, professeur. Oui, à mon avis, Cotonou est toujours nu. Cotonou est relativement nu. Cotonou est relativement nu. Il y a quand même des rues qui sont assez boisées, mais il y en a d'autres qui continuent d'être nues. Ce qui nous interpelle tous. Je ne veux pas situer les responsabilités. Mais ce que je veux dire simplement, vous avez dans votre propos introductif tout à l'heure parlé du Pakistan qui ambitionne de mettre en terre 10 milliards de plants. 10 milliards de plants
en 5 ans. Alors moi, je me suis amusé à faire un petit calcul. Le Pakistan, ça fait 211 800 000 habitants. Et pour réussir à mettre en terre 10 milliards de plants en 5 ans, il faut que chaque citoyen mette en terre environ 9 plants par an. 9 pieds de plants par an. Je crois que ce n'est pas une équation impossible à résoudre. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait le problème chez nous au Bénin, c'est que les journées nationales de l'arbre qui se sont suivies n'ont jamais été placées sur des objectifs clairs, définis en termes numériques. L'année 2021, le Bénin ambitionne de mettre en terre 500 000 plants. Ça, c'est un objectif. C'est un objectif quantitatif. Et par rapport à ça, on évalue et on répartit ce chiffre-là sur les différentes cibles. De manière que l'année qui va suivre, qu'on puisse évaluer pour dire, mais sur les 500 000 plants que nous avons mis en terre, combien ont survécu, combien n'ont pas survécu. Il faut avoir des objectifs. Donc, depuis que ces journées se sont suivies les unes après les autres, à ma connaissance, il n'y a pas d'objectif chiffré. Entre 2014 et 2016, il y a eu le projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Ça, c'est le seul objectif chiffré qu'on a eu. Mais dans la mise en œuvre, je ne suis pas certain que tout a fonctionné normalement. Donc, je passe par ici pour nous interpeller, pour dire, si nous voulons restaurer nos écosystèmes, nos forêts, nos villes, nos surfaces cultivables et consorts, les mangroves notamment, il faut avoir des objectifs chiffrés. Voilà. Alors, maintenant, par rapport donc au thème de la célébration, la restauration des mangroves. D'abord, qu'est-ce que c'est que la restauration, ce qu'on appelle d'abord mangrove, et pas la restauration des mangroves, la restauration des écosystèmes. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce qu'on appelle l'écosystème? Un écosystème, c'est une partie d'un territoire avec tous les êtres vivants qui y vivent, qui suffit à lui seul pour fournir l'énergie qu'il faut pour nourrir les animaux, pour nourrir les végétaux et pour assurer les interactions entre les différents êtres. C'est la définition terre à terre de l'écosystème. Donc, une forêt, par exemple, est un écosystème. Un lac est un écosystème. L'océan est un écosystème. Donc, lorsque on part de cette définition, on peut se demander comment est-ce que ces différents écosystèmes ont pu être dégradés. Nous prenons les forêts. Les forêts sont constituées d'arbres et d'animaux. Mais il y a un lien très fort que nous appelons interaction entre les êtres animaux et les êtres végétaux. Parfois, ce lien est tellement intime que sans l'un, l'autre ne peut pas continuer de vivre. Dans cette relation intime, lorsqu'on débarrasse le milieu d'un de ces éléments, le deuxième élément commence à flotter jusqu'à disparaître. C'est ainsi qu'il y a plusieurs espèces animales qui sont menacées de disparition aujourd'hui. Plusieurs espèces végétales sont également menacées de disparition du fait de l'exploitation abusive des écosystèmes. L'écosystème a cette capacité-là de se reconstituer lui-même lorsque le recours aux services écosystémiques qu'il offre, ce recours-là n'est pas abusif. Il n'est pas interdit de couper du bois. Mais il faut savoir quel bois couper et quelle quantité il faut couper pour permettre à l'écosystème de se reconstituer. Il n'est pas interdit de faire la chasse. Mais il faut savoir ce qu'il faut chasser,
quand il faut chasser, comment il faut chasser. Donc voilà ce qui a manqué à l'humanité. Et disons que l'homme a toujours pensé que les ressources naturelles sont inépuisables, qu'il peut en abuser, il peut en utiliser comme il veut. Et il n'aura pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais aujourd'hui, la nature est en train de nous demander des comptes. L'atmosphère est en train de s'échauffer. Les glaciers sont en train de fondre et la catastrophe n'est plus loin. C'est pourquoi nous sommes interpellés sur la nécessité pour nous de prendre conscience de ce que sans des écosystèmes sains, la vie humaine ne sera plus possible. Certaines maladies, telles que la COVID-19, auraient pu ne pas arriver à l'homme si la diversité biologique au niveau des écosystèmes avait été conservée. Parce que plusieurs hypothèses sont émises par rapport à la voie de transmission de cette maladie. Si c'est une voie animal-homme, mais l'homme a dû chasser cet animal, l'homme a dû le tuer, l'homme a dû aller le chercher dans ce milieu. Et c'est ce contact-là qui, si l'hypothèse d'une transmission animal-homme venait à être envisagée. D'accord. Alors, donc, on retient qu'au niveau de l'écosystème, il y a l'homme qui peut être un élément perturbateur ou nuisible. L'homme est le principal élément perturbateur. Sinon, les animaux qui sont dans un écosystème, les végétaux qui sont dans un écosystème, les micro-organismes qui sont dans un écosystème fonctionnent en parfaite harmonie. Les lions sont là pour contrôler la population des herbivores. Les herbivores sont là pour contrôler la prolifération du couvert végétal. Donc, vous voyez, c'est cet équilibre harmonieux qui est établi et qui permet à un écosystème de rester durable. Mais quand l'homme entre dans l'écosystème et qu'il se met à tuer massivement les lions, il réduit la population de lions et le nombre d'herbivores que les lions devaient contrôler, ce nombre-là va flamber. Quand ce nombre augmente, les espèces végétales qui servent de nourriture à ces herbivores vont commencer à subir la pression. Il y aura une sollicitation massive de ces ressources-là. Donc, vous voyez un petit exemple et le tour est joué. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, chez nous, au Bénin, nos écosystèmes sont dans quel état? Oui, au Bénin, nous avons... Disons que nos écosystèmes, globalement, ne se portent pas bien. Ils ne se portent pas bien, d'autant plus que le couvert forestier s'est réduit de façon drastique. C'est-à-dire que chaque année, c'est des centaines d'hectares de forêt qui sont détruits. Ça, c'est ce qui concerne les forêts. Maintenant, les plans d'eau sont totalement appauvris aujourd'hui parce que les produits utilisés dans l'agriculture, notamment les engrais, les herbicides, les pesticides, surtout sur les bassins versants, sont ruisselés pour aller chuter dans les plans d'eau, notamment du sud, et ça fait que l'introduction de ces substances chimiques désorganise la biologie des êtres vivants et il n'y a plus de production. Ça, c'est une des causes. Il y a une autre cause qui est liée à la méthode de pêche, à la méthode d'exploitation, aux engins qui sont utilisés pour chercher ces ressources. Ça, c'est les autres causes. Est-ce que vous voyez? Donc, nos écosystèmes sont affectés. Ils ne sont pas sains. Les mangroves, qui constituent de véritables puits à carbone, parce qu'un hectare de mangrove peut fixer jusqu'à 11 tonnes de dioxyde de carbone. Donc, c'est de véritables
de véritables puits à carbone. Les mangroves sont détruites de façon sensible. En l'espace de 10 ans, ces mangroves-là ont perdu à peu près les 2/3 de leur superficie, ce qui n'est pas sans risque sur l'équilibre, parce que les mangroves jouent un rôle très important dans la biodiversité. Il y a des espèces d'oiseaux qui peuvent quitter l'Amérique du Sud et venir hiberner dans les mangroves africaines, notamment en Afrique au sud du Sahara et même au Bénin, pendant les mauvaises saisons de chez eux. Et lorsque la saison va redevenir normale, ils vont repartir. Mais si les mangroves disparaissent aujourd'hui, ce cycle migratoire sera interrompu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est extrêmement dangereux. Mais cela représente également un retour, notre risque pour l'homme bien lui-même. Sûr, bien sûr. Si les mangroves n'existent pas, il y a problème. Si les mangroves n'existent pas aujourd'hui au Bénin, le problème d'inondation va se creuser. Parce que les mangroves fonctionnent comme des éponges au niveau des eaux pluviales. Étant donné que ces mangroves-là ont la possibilité d'absorber de l'eau presque par toute leur surface. Vous voyez, elles ont des racines échasses qui leur permettent d'abord de se fixer dans la boue et ne pas couler, mais ces racines absorbent de l'eau. Et puisque presque la superficie totale, feuilles et écorce comprises, peuvent faire les échanges gazeux, il y a une bonne partie de cette eau qui est relâchée dans l'atmosphère. Donc vous voyez, c'est de véritables pompes à eau. Et c'est ça qui fait que les villes côtières doivent protéger les mangroves. D'accord. Alors, professeur, comment faire alors pour donc restaurer ou assainir ces écosystèmes? Oui, la première chose, c'est d'abord de prendre conscience de ce que nos écosystèmes sont dégradés. L'une des preuves tangibles de cette dégradation, c'est la dégradation des terres. Vous savez, nos terres sont assez dégradées aujourd'hui, lessivées parce que nues, appauvries parce qu'au cours du lessivage, les nutriments, les substances chimiques naturelles sont emportées. Donc cela rentre dans le cycle de la baisse de la productivité et de recours presque incontournable aux engrais chimiques. Est-ce que vous voyez? Donc, la première chose est de prendre conscience de ce que nos écosystèmes ne se portent pas bien. La deuxième chose, c'est de prendre des décisions. La première décision est de voir comment on restitue, comment on réhabilite ces écosystèmes. L'une des voies de réhabilitation des écosystèmes passe par la plantation massive d'essences végétales. Mais il s'agit, pour cette plantation-là, de travailler à restituer à l'environnement les espèces végétales qu'il avait. Est-ce que vous voyez? Il ne s'agit pas de faire la promotion d'essences importées de façon massive. Cela va faire du couvert végétal, mais ça ne peut pas établir un équilibre entre les ressources animales et ces essences végétales. Parce que chaque essence végétale, à chaque essence végétale, est inféodé un certain nombre de vies animales. Il y a des fourmis, des espèces de fourmis qu'on ne peut retrouver que sur certains troncs d'arbres et pas sur d'autres. Donc, si en voulant réhabiliter l'écosystème, on ne travaille pas à y mettre ces essences autochtones, qui étaient déjà dans le milieu et dont la disparition est en train de s'observer, si on ne le fait pas, c'est qu'on ne va pas remettre cette vie et cette interaction entre les ressources animales
et les ressources végétales. Et maintenant, à l'endroit donc de l'espèce humaine perturbatrice, oui, ben, quel je pense message vous avez donc l'espèce humaine, c'est vous et nous. Hein, c'est nous tous qui sommes concernés par cette situation-là. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir conscience de la situation. Il faut agir. Il faut absolument agir. Au jour d'aujourd'hui, si chaque Béninois décide de mettre en terre 5 plants, ça fait 5 fois 11 millions d'habitants. Vous comprenez? C'est massif. On nous demande pour le moment que chacun puisse en mettre un seul plan et en assurer l'entretien. Et j'aime à dire que dans ce reboisement massif, dans cette plantation, il y a aussi quelque chose que nous perdons de vue et qui nous rattrape ou qui nous rattrapera. C'est les essences à mettre en terre dans les villes. La végétalisation d'une ville répond à des normes de foresterie urbaine. Donc, tant qu'on ne respecte pas ces normes, on aura beau mettre des plans, mais par la suite, on sera confronté à des problèmes que ces plans-là vont poser et on sera obligé de les couper à nouveau. Est-ce que vous voyez? Parce que dans une ville, il y a beaucoup d'ouvrages aériens. On a les câblages pour l'énergie électrique, on a les câblages téléphoniques, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des ouvrages enterrés. Il y a des canaux de conduite d'eau et d'autres canaux. On est d'accord. Mais lorsqu'on ne choisit pas bien l'essence qu'il faut, et que par exemple, on choisit une essence qui a une cime très étalée, on ne sera pas surpris que ces cimes-là rentrent dans les fils téléphoniques, la foresterie dans les fils, dans les fils d'énergie électrique. Si on ne choisit pas bien ces plants et qu'on a des plants à racines pivotantes, racines traçantes, alors ces plants-là vont détruire les ouvrages enterrés. Donc, il est important d'en tenir compte. Nous allons donc en parler certainement, pourquoi pas d'ici la semaine prochaine, si votre disponibilité donc, le permet, ce souper, revenir sur donc, la foresterie urbaine, parce que c'est assez important aussi. Déjà, les quelques explications que vous avez données ici, mais en guise de conclusion maintenant, on retient quoi concrètement? Oui, je voudrais appeler notre attention sur le fait que personne ne doit se mettre en marge de la lutte pour la restauration des écosystèmes. Les tradipraticiens ont besoin d'essence végétale pour en extraire les principes actifs. La pharmacie moderne aussi a besoin d'essence végétale pour en extraire les principes actifs. Sur l'ensemble des médicaments que la pharmacie offre aujourd'hui, il y a environ 20% qui sont fabriqués sur la base d'extraits de principes végétaux. Donc ça veut dire que notre propre santé passe même par cette biodiversité qu'on doit conserver. Et pour conserver cette biodiversité, il faut mesurer notre intervention dans les écosystèmes. On ne coupera pas un bois parce qu'il est à notre portée, mais on coupera un bois lorsqu'on jugera nécessaire de le couper. Voilà. Merci, professeur. Ce souper, sans des écosystèmes sains, la vie ne sera pas possible sur donc, la Terre. Il faut réhabiliter les écosystèmes pour répondre donc, à l'appel lancé donc, par l'ONU et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Demain, la restauration des écosystèmes à travers donc, la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Mais pour réhabiliter ces écosystèmes, il faut mettre en terre des plants, il faut donc la plantation, il faut donc mettre en terre la plantation, surtout des essences végétales. Vous l'avez dit, vous avez relevé l'importance surtout de l'arbre, non seulement pour
la nature en général, mais pour l'homme en particulier, une prise de conscience, puisque la restauration des écosystèmes est bien sûr d'abord une lutte individuelle avant d'être une lutte commune. Merci à vous, professeur Edmond Sossou-Pé. Nous allons donc le rendez-vous certainement pour revenir sur la foresterie urbaine.